L'invité du Grand Direct ce soir va nous parler de l'Afrique, puisqu'il est lui-même africain, camerounais. Il est journaliste à Paris et président du Club de l'information africaine en France. Bonsoir Louis Kemayou, vous êtes en direct avec nous depuis Paris, notre studio à Paris, rue Cognac-G. Alors, on parle beaucoup de l'Afrique en ce moment et notamment du Nigeria à travers cette affaire des jeunes lycéennes enlevées par Boko Haram. Est-ce que ça a le même retentissement, par exemple dans votre pays, au Cameroun, et dans l'Afrique en général ? Oui, parce que la situation de Boko Haram, qui était à la base une situation sécuritaire strictement nigériane, a aujourd'hui connu une ouverture, un élargissement à ses trois voisins immédiats à l'est que sont le Niger, le Tchad et le Cameroun. Donc c'est devenu un problème de sécurité sous-régionale, surtout qu'aujourd'hui la connexion peut être facilement faite entre la situation au Nigeria, celle au Mali dans une certaine mesure, et puis celle en République centrafricaine qui est encore plus préoccupante. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de points chauds en Afrique depuis quelques mois. Il y a eu le Mali où on a vu donc arriver ces groupes islamistes qui ont mis en danger le pays. On voit maintenant ce groupe islamiste Boko Haram qui cause des dégâts au Nigeria. Il y a également eu le Kenya de l'autre côté qui a été touché également. Est-ce que vous avez l'impression que la menace islamiste gagne du terrain en Afrique ? Non, on est face à une situation sécuritaire davantage que face à une situation religieuse, parce que même si on peut considérer que les Africains sont relativement à 50% chrétiens et à 50% musulmans, le fait est que la population est à 100% animiste. Donc ce n'est pas sur des motifs religieux que les crises ont lieu, c'est davantage sur des problèmes de répartition de richesses. Et là, pour le coup, c'est une exploitation politique de la situation au nord du Nigeria qui a donné naissance à Boko Haram, parce que les leaders au nord du Nigeria ont pendant très longtemps toléré l'action de Boko Haram, l'ont même financé dans une certaine mesure quand cela leur permettait de nuire au pouvoir central, au pouvoir fédéral à Abuja. Et aujourd'hui, il se trouve que Boko Haram s'est émancipé de cette tutelle politique pour devenir un vrai électron libre et un vrai danger pour la sécurité à la fois au Nigeria, puisqu'ils envisagent d'attaquer Abuja, et une vraie menace également pour la sécurité dans la sous-région, notamment au Niger, au Tchad et au Cameroun également. Donc ce que vous nous dites, Louis Kemayou, c'est qu'en fait, Boko Haram, ce n'est pas vraiment l'islam djihadiste tel qu'on le voit en Irak ou en Syrie, mais peut-être plus lié à des problèmes sociaux, comme la pauvreté notamment ? Oui, il y a un problème de pauvreté, même s'il faut dire que le nord du Nigeria n'est certes pas plus riche que le sud où se trouvent les exploitations pétrolières, mais c'est quand même une zone de grands commerçants qui a d'immenses fortunes, c'est-à-dire c'est peut-être une petite minorité qui a de très grosses fortunes et qui ont aussi l'ambition de pouvoir diriger le Nigeria de façon assez régulière. Donc après les coups d'État militaires, l'on s'était entendu de façon non écrite pour dire que quand sur un ticket, le président est musulman et que son vice-président est chrétien, cela tient sur un mandat. Le mandat d'après, on doit inverser l'ordre de priorité. Alors, c'est le chrétien qui doit redevenir président et le musulman vice-président. Cette règle a été cassée par Goodluck Jonathan, puisque son prédécesseur est mort en cours de mandat. Lui, il était vice-président. Il a terminé le mandat et il était question qu'il passe la main à un musulman pour reprendre la campagne et donc diriger le pays. Il n'a pas respecté cette règle et il a été élu président du Nigeria avec le meilleur score jamais enregistré au Nigeria depuis le retour à la démocratie, mais avec un handicap très important qui est celui de s'être mis à dos la communauté musulmane du pays. Et c'est l'étincelle qui a fait prendre le grand feu que Boko Haram constitue aujourd'hui. Alors Louis Kemayou, est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est une critique qu'on a entendue ces derniers jours, que le gouvernement nigérian ne fait pas tout finalement pour assurer la sécurité des habitants et notamment aurait peut-être pu éviter cet enlèvement massif de jeunes filles? Est-ce que Boko Haram est suffisamment combattu par le Nigeria? Le gouvernement nigérian est peut-être frileux parce qu'il n'est pas tout à fait au courant des moyens dont dispose Boko Haram. J'ai entendu parler ces derniers jours de choses qui auraient dû être envisagées depuis très longtemps, notamment le survol par des drones de la zone où se trouve Boko Haram aujourd'hui, le survol par des avions. Mais c'est très risqué puisque s'ils sont équipés pour abattre des avions ou des drones, ce sont des engins qui coûtent quand même relativement cher, bien que le Nigeria soit aujourd'hui à la fois une
une grande puissance militaire sur le continent africain et une grande puissance économique, puisque son PIB est passé devant celui de l'Afrique du Sud et que le Nigeria est devenu la première puissance économique du continent, malgré ces deux paramètres, le Nigeria n'est pas aujourd'hui en mesure de mesurer, de constater avec précision quels sont les vrais moyens dont dispose Boko Haram. Donc, il y a eu beaucoup de précautions de la part du Nigeria, mais le fait est que quand ils arrêtent des membres de Boko Haram, ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Généralement, ce sont des exécutions sommaires. Il n'y a pas de procès ni militaire ni civil de ces militants de Boko Haram. Et la plupart du temps, pour ne pas être victimes de ce harcèlement de l'armée nigériane, ils vont se réfugier dans les 3 autres pays voisins qui sont relativement plus indulgents. Le numéro 2 de Boko Haram, par exemple, a été capturé au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Il était question qu'il soit remis aux autorités nigérianes, comme c'est le cas la plupart du temps, mais il a été par erreur relibéré. Le poste militaire où il était détenu, le poste policier plutôt où il était détenu, a fait l'objet d'une attaque et l'arsenal qui avait été récolté du côté camerounais par ces militants aux mains de ces militants de Boko Haram a malheureusement été repillé. Ils ont probablement pu retourner au Nigeria avec à la fois l'arsenal et leurs membres qui avaient été arrêtés par les policiers camerounais. Alors samedi, la France a décidé de réunir un sommet international sur justement ce groupe qui sème la terreur Boko Haram. On sait que les Européens envoient des soldats aussi en Centrafrique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, c'est à la communauté internationale, à l'Europe et aux Américains de venir aider les Africains quand ils ont des problèmes comme cela de sécurité ? C'est d'abord un problème de sécurité sous-régionale. C'est un problème qui concerne le Nigeria et ses voisins en priorité. Donc, ma première analyse est celle de penser que c'est quand même, vu d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria était l'un des pays africains qui pouvait prétendre à un siège permanent au Conseil de sécurité. Et s'il n'est pas capable aujourd'hui d'assurer sa sécurité et donc est contraint en quelque sorte de faire appel à la France, à la Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, c'est quand même assez curieux. D'autre part, il est certain que quand on est face à une montée en puissance comme celle que nous vivons avec Boko Haram, aucun moyen ne doit être négligé, ni celui de la coopération multilatérale, ni celui de l'appel à des bonnes volontés, comme c'est le cas aujourd'hui par rapport aux pays européens. Mais le risque en faisant venir ces grandes puissances et en tenant le sommet qui aura lieu à Paris ce week-end, est que Boko Haram a en quelque sorte gagné une partie de son combat. Il a pendant longtemps expliqué aux Nigérians que le péché, c'était l'Occident. L'ennemi, c'est l'Occident. Aujourd'hui, on lui sert cet ennemi, on lui sert cette raison d'exister sur un plateau, puisque Américains, Britanniques et Français se retrouvent sur le sol nigérian pour combattre Boko Haram. C'est en quelque sorte une victoire déjà idéologique pour eux, puisque ça se passe ainsi. De mon point de vue, cela aurait dû être géré au Nigeria, au mieux au sein de la CEDEAO, alors au sein de l'Union africaine à Abuja, mais le silence de ces institutions africaines est plus qu'inquiétant sur le sujet. Bien, encore un mot et très court, Louis Kemayou, sur Boko Haram. Qui recrute-t-il en fait? Ce sont parmi des gens désœuvrés, des jeunes qui n'ont pas de moyens, qui viennent s'engager dans ces rangs? Non, malheureusement. C'est-à-dire, c'est au début l'image qu'ont donné ces mouvements. Ce sont de vrais bandits à la base. Au début, ils ont recruté sur la misère sociale, mais de plus en plus, on retrouve aujourd'hui au sein de ces mouvements de vraies fortunes, des vrais fils de famille, issus de familles qui ne sont pas dans le besoin. Et c'est cela qui devient le plus inquiétant parce que cela leur permet d'avoir également un vrai trésor de guerre pour combattre les populations, pour combattre les autorités. Et c'est là que le bas blesse aujourd'hui. C'est ce qui devrait interpeller à la fois les autorités nigériennes et également les autorités de tous les autres pays concernés par ce phénomène. Au premier chef, le Cameroun, le Tchad et le Niger, comme je l'exprimais. Mais c'est devenu aujourd'hui une cause internationale puisque des otages sont pris également qui ne sont pas forcément issus de ces 4 pays. Merci Louis Kemayou. Je rappelle que vous êtes donc président du Club de l'information africaine en France. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir depuis Paris. Merci à vous.